Bonjour, du coup je m'appelle Constantin, donc aujourd'hui je vais vous parler de la Jamstack et de qu'est-ce que c'est et de pourquoi est-ce que vous devriez l'utiliser. Donc petit topo, mais oui, du coup je suis sur Bordeaux, je fais du JavaScript, j'aime bien tout ce qui est Linux et les claviers mécaniques, donc voilà. Donc la Jamstack, c'est essentiellement JavaScript, API, Markup, donc Markup c'est tout ce qui est en gros statique, vraiment, genre Markdown, HTML, vous pouvez utiliser du JSON, du CSV, c'est tout ce qui en gros pourrait arriver en input de la Jamstack. API du coup c'est pour l'aspect dynamique un peu, on verra ça un peu plus tard, et du coup JS c'est pour faire un peu la magie des deux, histoire de le rassembler comme il faut. Donc sur une stack classique, en général vous avez un visiteur qui arrive sur une page web, donc qui tape sur un CDN, il passe par des load balancers, par une web app, la web app ensuite va request le web server, qui va faire des queries au niveau de la DB, tout ça va prendre du temps, ça va se générer, donc en gros on va avoir des petites microtransactions, un petit peu relou et un petit peu longues. La Jamstack, le principe c'est vraiment on reçoit des fichiers statiques sur un CDN et c'est tout. La partie API arrive par la suite, histoire d'aider à ajouter du dynamisme. Donc, comme je dis, fichiers statiques au niveau du build time, qui sont du coup précompilés, optimisés au niveau du CDN, peu importe où on se trouve. Ensuite, du coup, on a de l'hydratation via du JS synchrone. Donc en fait, au final, ça nous fait une Universal App. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Universal App, en gros, c'est du server-side rendering, donc histoire d'avoir un SEO optimal et ensuite des temps de chargement très rapides. Là, en plus, c'est d'autant mieux dans le sens où il n'y a pas de rendering on time, c'est déjà préfait avant. Et ensuite, on a une single page app. Donc en fait, on bénéficie de tout ce qui est genre routeur, enfin on a une navigation snappy et on arrête de reload à chaque fois la page via une nouvelle requête. Donc les avantages, c'est rapide. Donc, comme on a vu, c'est sécurisé, dans le sens où on n'a pas forcément de plan d'attaque, tous les fichiers sont statiques, il n'y a pas de serveur, on ne se prend pas la tête avec des versions, des packages ou quoi que ce soit. On délègue ça à une plateforme qu'on verra tout de suite après. D'un point de vue expérience développeur, c'est génial aussi, dans le sens où on continue, on reste sur Git, on ne perd pas nos habitudes, et juste on push notre code et on ne se prend pas la tête avec tout ce qui est infrastructure. Et au final, c'est pas si statique que ça. On va le voir par la suite, mais même s'il y a statique dans le mot, voilà, ça l'est pas vraiment. Vous allez aussi, du coup, être apprécié par les Google Audits, dans le sens où la Jamstack, si vous partez sur un boilerplate vanilla, vous allez être très très bien niveau performance, accessibilité, SEO. Après, du coup, il faudra penser à le maintenir, mais la base, c'est qu'on est déjà bien sur ces points-là. Donc, pour héberger tout ça, je vous propose netlify.com. Du coup, c'est une plateforme que je vous recommande très fortement, dans le sens où la plupart du contenu est gratuit, sauf si vous avez une très grosse app, mais si vous avez une app petite à moyenne, vous pouvez totalement fit l'intégralité de vos opérations sur un plan gratuit. Et ça va gérer pour vous tout ce qui est HTTP2, tout ce qui est anti-DDoS, tout ce qui est principe Purple de Google, enfin en vrai tous les trucs un peu DevOps que nous en tant que développeurs un peu front ou back on ne touche pas forcément et c'est pour ça que c'est génial. Donc au niveau de la génération des sites statiques, donc on a du Gatsby, donc si jamais vous êtes plus React, on a du Nuxt Gridsom si jamais vous préférez Vue, du Hugo si vous êtes plus Axé Go, du Jekyll si vous êtes plus Ruby. Et ensuite, on a du 11ti si juste vous préférez le JS Vanilla. Donc maintenant, si on prend un exemple, par exemple, de si je veux demain me faire un site en Jamstack avec un blog, par exemple, mon premier réflexe, ce serait d'aller sur Gridsom. Et par exemple, en fait, j'aime bien ce petit blog noir là, avec le thème. Je me dis, bon, vas-y, roule. Donc première étape, ce serait de s'inscrire sur Netlify, donc avec un GitHub ou ce qu'on veut. Ensuite, il va nous demander via quel repo est-ce qu'on veut y avoir accès. Donc à ce niveau-là, ça va être du GitHub, GitLab, Bitbucket, à vous de voir. Ensuite, vous choisissez, vous mettez votre commande de build. Donc en l'occurrence ici, vu que c'est un projet Gridsom, ce serait Gridsom build. Vous mettez le répertoire de destination, donc dist, pour vos fichiers générés. Et voilà, et vous avez un site sous Jamstack. Donc par exemple, celui-là, vous pouvez aller le voir sur mon sous-domaine à jam.kisu.io. Globalement, ce qui est génial aussi avec Netlify, c'est que quand vous mettez votre site en ligne, soit au début, il vous génère un hash
.netlify.com simple. Ça, vous pouvez l'éditer très facilement en 2 secondes. Si votre truc est libre, par exemple ici, on peut voir que c'est un gridsumexample.netlify.com à la base. Et du coup, pour le linker à mon domaine, il m'a juste suffi de copier-coller une ligne, mettre ça dans mon registrar, donc Gandhi, donc dans la zone de DNS. Et ce qui est génial, c'est que la propagation se fait instantanément. C'est-à-dire déjà que Netlify en fait vous invalide le cache. Là, en fait, il vous a déjà pré-setup tout ce qui est propagation DNS. Et en plus, vous avez un certificat SSL qui est inclus et automatiquement mis en place pour vous. Donc c'est vraiment parfait comme type d'expérience, quoi. Et voilà. Après, du coup, vous avez un joli site fonctionnel sous Jamstack. Si on s'attarde du coup sur d'autres sections de Netlify, on peut voir ici, il y a une section Deploys où du coup on a toute la partie un petit peu configuration avec des variables d'environnement, tout ce qui est du coup hébergement ou quoi, donc les trucs un peu liés au serveur. Niveau fonction, ce serait plus du serverless qui du coup est à l'intérieur de Netlify. Vous pouvez très bien utiliser des services qu'on verra plus tard, mais si vous voulez faire un petit truc vite fait sur Netlify, vous pouvez le faire là. Identity, c'est génial ici, parce qu'en fait, quand vous avez un site statique, comme ça, la plupart du temps, si vous voulez enregistrer un mail, un user ou quoi que ce soit, il faut passer par un back, donc par un service quelconque ou quoi. Là, c'est pas le cas. Si vous avez un user qui vient sur votre site, il va submit un form, et en fait, toute la partie, par exemple, adresse mail, mot de passe sera prise en charge. Donc vous aurez le reset de mot de passe, le changement d'adresse mail, etc. Et ça sera transparent pour vous d'un point de vue code. Vous avez du large média pour héberger du coup des fichiers plus ou moins lourds, du split testing, donc quand vous allez deploy, si jamais vous avez 2-3 branches, si vous voulez partager ça en 20%, 80% pour tester vos users, et une partie analytics qui est sortie récemment, qui est payante, si jamais vous n'aimez pas trop Google ou si vous voulez un truc plus adapté à la Jamstack. Il y a une catégorie dont je peux parler, du coup, c'est les forms. Alors les forms, je vais rentrer plus en détail, parce que comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de back, Netlify s'en charge pour vous. Donc par exemple, un truc simple, c'est si on arrive sur le site, si un visiteur arrive sur le site et s'il voit un form, il peut juste le remplir et nous, on le recevra. Le fonctionnement, c'est que quand on va créer le form, on va mettre un attribut Netlify dedans. Et Netlify, lors du build, va parser tous les champs. Donc par exemple, si jamais c'est un nom description, adresse mail ou quoi, il va renvoyer le user, une fois qu'il a submit le form, sur la homepage de l'app ou une autre URL. Et nous, de notre côté, sur notre dashboard, on va recevoir du coup une notif par rapport au formulaire qu'il a rempli. Sachant que ça, on peut très bien l'envoyer sur une adresse mail, sur un channel Slack, ou même exporter tous les forms en CSV. De manière transparente et gratos. Si ça ne vous suffit pas, ce qui risque certainement d'être le cas, vous avez des trucs plutôt connus comme Stripe si jamais vous avez besoin de paiement, Snipcart si vous avez besoin d'un caddie de caisse un peu, donc du Cloudinary, de l'Algolia, donc image et recherche rapide. Si jamais, vous risquez aussi potentiellement d'avoir besoin de Disqus, donc ça, je pense que vous avez déjà vu, mais c'est quand, par exemple, vous avez un blog et en dessous, si vous voulez une petite partie commentaire, sans forcément, encore une fois, pareil, perdre de temps à l'implémenter. Et si jamais vous avez besoin d'autre chose, vous pouvez toujours aller sur serverless.cssstrix.com, où du coup, vous aurez plein de ressources faciles à mettre en place, qui vous aideront à rendre votre site un petit peu plus dynamique. Si jamais ça ne vous suffit pas, ou que vous êtes un petit peu plus à l'aise niveau serverless, que vous avez des besoins spécifiques, ou que voilà, ça vous botte, vous pouvez très bien faire du serverless classique. Donc, par exemple ici, Firebase. Je ne sais pas si vous avez vu le talk hier de Doug Stevenson, mais Firebase, c'est vraiment génial. Genre, en tant que développeur, c'est une expérience où je veux dire, si on veut faire une authentification via GitHub, si on veut envoyer des notifications push sur son phone ou quoi, c'est vraiment top. Les docs sont bien. Il y a pas mal de tutos sur YouTube. Donc si jamais vous voulez une initiation simple et friendly à du serverless, c'est vraiment le meilleur endroit. Après, si vous êtes plus balèze, forcément, vous avez des classiques de Azure, la plateforme de Google et les services d'AWS. Si, encore une fois, pareil, ça ne vous suffit pas ou vous cherchez d'autres sources, vous avez une Awesome List avec Awesome Serverless, où du coup, vous pouvez retrouver d'autres ressources
pour régler vos problèmes ou ajouter des features à votre site. Donc, ça c'est bien, parce qu'au final, on a une bonne expérience de développeur, on se dit, bon, on reste sur un environnement Git, on va push du code, ça va build sur master, etc. Bon, c'est cool, c'est bien. Il y a l'aspect visiteur aussi, parce que du coup, il arrive, il a un changement rapide, un site qui marche bien, etc. Ok. Par contre, qu'est-ce qu'il en est du coup de la personne qui est non technique dans l'équipe et qui est essentiellement habituée à du WordPress, enfin, je veux dire, à qui on va pas pouvoir dire non, mais tu sais, genre, tu peux juste clone le repo, commit et push, ça passe crème. Voilà. Pour ce genre de personnes, faudrait voir d'autres moyens. Et la Jamstack répond en effet à ce type de besoin, grâce au CMS Headless. Alors, globalement, il faut savoir que WordPress, c'est ce qu'on appelle un CMS monolithique, dans le sens où vous avez votre front et votre back qui sont liés. Votre front qui fait les vues, votre back, avec du coup le contenu que vous ajoutez et que vous éditez. Là, du coup, avec la Jamstack, c'est vraiment, vous avez l'aspect statique sur le front et l'aspect contenu sur le back qui est segmenté. Donc là, vous en avez vraiment beaucoup. On va dire les plus connus, c'est Contentful et Sanity, niveau intégration. Après, vous avez du Strapi avec du Graph CMS. Alors, les différences entre eux, Laurent, ça va vous permettre de faire la même chose. C'est juste que potentiellement, Graph CMS, c'est déjà plus axé sur de la data en input qui est, on va dire, modélisée en GraphQL. Vous avez Storyblock qui est une approche un petit peu sympa, qu'on va voir juste après. Vous pouvez utiliser Airtable aussi. Si jamais dans votre équipe, vous avez des product managers ou quoi, par exemple, ils sont sur des sheets Airtable, vous pouvez très bien, pareil, prendre ce genre d'infos et la mettre en input de votre génération de site. Et du coup, vous pouvez aussi utiliser WordPress en tant qu'API, simplement. Donc, toujours bénéficier de vos sites en statique sur le front, mais de WordPress sur le back. Le souci de ça, c'est que vous n'allez pas forcément avoir tout l'écosystème avec de l'intégration avec des outils modernes avec la Jamstack. Mais si vraiment vos clients flippent d'une autre UI que WordPress, voilà, c'est possible. Donc par exemple ça, c'est un exemple d'UI classique qu'on a, donc ça c'est Storyblock. L'avantage de Storyblock, c'est que sur la partie droite, vous pouvez voir du contenu éditable en fait, et sur la partie de gauche, vous pouvez voir en fait le rendu de votre site tel qu'il serait build. Donc en fait, vous n'êtes pas sur un form classique où en fait vous mettez des champs et vous savez pas trop à quoi ça correspond. Dans le sens où en fait, si jamais vous voulez mettre un commentaire qui fait un article qui fait 3 gros paragraphes, si vous voulez voir un peu le rendu avec le style, etc., la plupart du temps, vous ne pouvez pas le faire. Ici, avec Storyblock, vous pouvez vraiment voir ce que ça pourrait donner. Bon, du coup, peut-être pas sur la photo, mais voilà. Et du coup, après, quand vous allez cliquer sur le bouton vert, en fait, ça va juste vous enregistrer vos modifications. Et ensuite, vous aurez ce qui suit. Par là, j'entends que en fait, il y a deux façons d'utiliser un CMS Headless. Soit en fait, on arrive sur une home page classique sur laquelle en fait, on va charger du contenu statique et ensuite on va faire un call à l'API du CMS. Donc à ce niveau-là, en fait, si on arrive sur une page, on fait un call, on génère et on a le résultat. Sinon, parce que du coup, cette approche-là n'est pas très Jamstack. Sinon, du coup, la deuxième, c'est de taper sur l'API lors de la génération. Donc, par exemple, en fait, s'il y a un endpoint sur le CMS, on peut, par exemple, taper sur tous les posts, ce qui fait qu'en fait, s'il y a 200 posts, ça va aller fetch chez 200 posts, ça va aller build, et comme ça, on les aura en statique. Le gros avantage aussi de ce genre de truc, c'est que Netlify fait des atomic deploys. Ce qui veut dire qu'en fait, si jamais vous avez 2 nouveaux posts qui arrivent, vous n'allez pas rebuild l'intégralité de votre app avec les 200 posts. C'est juste les 2 nouveaux ou les 2 qui ont été modifiés. Et du coup, grâce ensuite à un endpoint, vous allez juste les fetch et ça va vous créer des routes statiques à partir de la data dynamique. Donc si un user, en fait, au lieu de passer par votre homepage, il arrive directement sur un article, il n'aura pas une 404, il sera redirigé au bon endroit et c'est très bien d'un point de vue SEO. Sinon, si vous trouvez que c'est encore trop difficile de mettre ça en place, vous avez la plateforme de StackBit qui veut vraiment vous simplifier la vie encore plus. Eux, ils sont spécialisés dans on s'inscrit et même en tant que non-dev, on peut arriver à faire de la Jamstack.
Comprendre par là que quand on arrive sur le site, en fait, on va choisir un template. Donc ici, c'est un truc un peu nordique, genre en Suède. Donc on va choisir un générateur de site statique, en l'occurrence ici c'est Gatsby. On va choisir un CMS headless, donc ici c'est Contentful. On va cliquer sur un bouton, et si on est connecté du coup sur notre compte Contentful et du coup Netlify, ça va juste générer le site pour nous. Donc ça génère même une URL à la volée. Et après, depuis Stackbit, on peut directement accéder au site, et genre par exemple retomber sur un CMS headless classique pour éditer du contenu de manière traditionnelle. Et quand on va cliquer sur un petit bouton vert en haut à droite, du coup, le CMS headless va en fait trigger un webhook sur Netlify. Le webhook, du coup, va pinguer l'API pour générer toutes les routes statiques depuis l'endpoint, et ça va le générer automatiquement. Donc globalement, le client en non-tech ne va même pas voir la différence. Stackbit en ce moment, donc il y a quelques jours à la JumpStackConf, on aussi montré une presse par rapport à une extension qu'ils sont en train de faire pour Chrome. Cette extension, ce serait, en fait, on arrive sur le site, on clique sur un bouton et en fait, on peut directement éditer en live le contenu, comme si c'était un peu du Squarespace ou du Wix. Sauf que quand on va cliquer sur le bouton, en fait, ça va pareil retrigger un build Jamstack, enfin un build sur Netlify. Et du coup, vous n'avez même plus besoin d'aller sur le site du CMS pour faire les modifications. Donc c'est comme si vous modifiez le contenu à la volée. D'ailleurs, après, vous avez tout ce qui est notification de où est-ce que ça en est du build, donc vous n'avez pas besoin de refresh toutes les 10 secondes. Et idem, ça vous fait un cache invalidation au bon moment et vous avez accès à votre site qui est update. Donc si jamais vous aimez, la Jamstack vous intéresse, vous pouvez aussi avoir droit, aller chercher le livre qui est sur Netlify, qui est gratuit. Donc là, vous aurez pas mal de détails par rapport à tout ce qui est, genre si jamais vous vous dites je veux faire un e-commerce, et un e-commerce, c'est peut-être pas évident à mettre en place, parce que c'est vrai que la Jamstack, la plupart du temps, ça requiert un build en amont, donc sur de la data vraiment très très dynamique, c'est pas toujours évident. Mais voilà, là du coup, ce sera abordé. Sinon, dans tous les cas, vous avez Sarah Drasner qui a fait un proof of concept du coup d'un site en Jamstack serverless. Donc pareil, elle utilise des API et voilà. Sinon, comme vous avez pu voir avant, il y a la JumpStackConf. Donc vous tapez juste Jamstack sur YouTube, c'est la première chaîne qui va tomber. Ça contient de très bons talks qui sont plus ou moins techniques et qui sont vraiment très bien. Donc je vous invite à aller les regarder. Et du coup, c'est tout. Donc j'espère que je vous ai donné envie d'essayer la Jamstack. Donc j'ai oublié de dire, mais les slides sont en anglais, histoire que tout le monde puisse comprendre si jamais il y a des anglais dans la salle. Et du coup, je souhaitais dire merci à Talendy pour la magnifique coupe un peu punky. Merci à vous, bonne journée.